Tu vois, je pense que parfois on ne se rend pas compte de l'importance que peuvent avoir les mots. Et ça, c'est un mot qui a changé ma vie, par exemple. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est très important. Il y a des gens qui sont inspirationnels et dont il faut prendre les paroles et, et dont il faut appliquer un petit peu les termes. Hein. Il faut s'en inspirer. Il faut se dire pourquoi pas moi. Bonjour à tous, bienvenue dans True Story, votre podcast au plus proche de la réalité, loin des vendeurs de rêves. Nous rencontrerons des personnes inspirantes comme vous, entrepreneurs, créateurs de contenu ou encore digital nomades. Ils vont nous raconter leur parcours de vie sans bullshit. Nous aborderons des thématiques sans tabou autour d'un échange libre et convivial. Mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans votre podcast True Story, le podcast authentique où on parle librement et simplement. Toujours extrêmement ravi de vous retrouver dans chaque épisode et de vous partager le parcours de nos invités et d'en apprendre plus avec eux sur leurs skills. Dans ce nouvel épisode, je reçois une pointure de la presse professionnelle, un journaliste, un écrivain, un passionné de nouvelles technologies et un amoureux du voyage, on peut dire aussi, Jean Dalouse, est avec nous dans les studios de True Story. Il est le fondateur de tourmag.com, le premier portail des professionnels du tourisme francophone. Il a créé ce groupe en 1998, qui est basé à Marseille, et compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de salariés. L'entreprise a 3 métiers principaux, bien spécifiques, qui sont l'édition digitale, l'événementiel et l'audiovisuel. Jean, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Très bien aussi. Je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble. Comme tu le sais, chez True Story, on aime l'authenticité et on commence toujours l'émission avec l'histoire de notre invité. Est-ce que tu peux nous raconter, Jean, ton histoire, ton parcours ? Oui, bien sûr, je suis né au Portugal, je suis né dans le sud du Portugal, dans une petite ville qui s'appelle Olao, qui est pas loin de Faro, qui est un peu la capitale, on va dire, régionale du sud du Portugal. J'ai grandi à Lisbonne jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, j'ai émigré en France. Je suis parti chez une tante qui elle-même avait été immigrée, mais quelques années auparavant. Donc j'ai rejoint ma tante et voilà. Donc je suis arrivé comme ça parce que pour des raisons, on va dire, à la fois politiques et d'autres, le Portugal des années Salazar n'était pas un modèle de démocratie. Et par conséquent, je savais que je ne pourrais pas rester dans ce pays. Voilà pourquoi j'ai choisi de partir. Ok, très bien. Et arrivé en France, du coup, c'est quoi ton objectif ? Voilà, j'arrive en France, je parle pas un mot de français. J'arrive en France, j'ai 16 ans, donc du coup, je ne peux pas passer la frontière normalement. C'est-à-dire que je ne peux pas prétendre travailler en France, donc je suis obligé de trouver des moyens, on va dire un petit peu détournés, de passer la frontière, de descendre d'un train. Voilà, et j'arrive à Hendaye, et puis là j'arrive à Hendaye, et puis j'étais parti avec l'idée d'une vie meilleure. Et quand j'arrive à Hendaye, je vois la voiture d'un maçon, et je vois dans le coffre arrière de cette voiture, je vois qu'il y a des outils de maçon. Je me dis, c'est extraordinaire, je suis dans un pays où même les maçons ont des voitures. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui... je vis quelque chose de différent et je vais essayer d'en tirer le maximum. Excellent. Donc, ton parcours, donc, quand tu étais au Portugal, c'était jusqu'à 16 ans. Donc, tu as vu des difficultés. C'était vraiment l'objectif principal de sortir de là pour essayer de trouver mieux ailleurs.
L'objectif principal, effectivement, c'était de vivre autre chose, de vivre mieux, de vivre dans des conditions qui étaient différentes de celles dans lesquelles on était et qui étaient extrêmement difficiles. Faut avoir du courage quand même à 16 ans, si on compare avec la génération d'aujourd'hui, c'est des petits-enfants à 16 ans. Toi, tu as pris les devants et tu as essayé de prendre en main ton destin. Mais quand on arrive à 16 ans, sans forcément... Tu avais un pied-à-terre. Comment ça s'est passé justement les débuts, sans parler la langue en plus? Justement, l'idée, bon, déjà, j'avais donc ma tante qui habitait Perpignan, donc c'était quand même un point de chute, on va dire. Ma tante m'a bien accueilli, donc ça s'est bien passé. Évidemment, je ne parlais pas un mot de français. Mais dès le départ, l'idée, c'était que je partais pour ne pas revenir. Donc, je n'étais pas du tout dans la logique de dire je pars, je me fais un petit matelas, et puis je reviens, et puis j'ai fait quelque chose. Non, c'était pas. Je suis vraiment parti pour rester. Du coup, tu commences avec des petits boulots, j'imagine? Oui, en fait, je suis parti à un âge où j'étais un petit peu entre deux, comment dire, c'était compliqué parce que j'étais à la fois trop âgé pour suivre un cursus scolaire normal et trop jeune pour travailler. Donc j'étais pile poil au milieu du gué. Et donc j'ai fait, oui, j'ai dû faire quoi, un mois, un petit peu d'initiation au français, quelque chose comme ça. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait que je me débrouille par moi-même et que je ne pouvais pas attendre quoi que ce soit, en fait, on va dire, des institutions en tant que telles, puisque j'étais trop jeune pour travailler, donc on ne pouvait pas me délivrer de permis de séjour, et d'un autre côté, je ne pourrais pas non plus faire, comment dire, un cursus scolaire normal, quoi. Donc, comment tu as fait? Qu'est-ce que... Ah Comment ben, tu t'es débrouillé ces oui, premières alors années? j'ai commencé, j'ai appris relativement vite le français. Je pense qu'en moins d'un an, j'ai appris le français. Et puis j'ai commencé, bien entendu, à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était petit boulot, décharger des cagettes au marché, faire plein de petits boulots différents, quoi, hein, qui me permettaient en fait comment dire, de survivre un peu, sachant que j'avais quand même le coucher, donc ça c'était important. Ma tante ne m'a jamais laissé tomber, mais il est évident qu'elle avait elle-même 4 enfants, donc il fallait que je me débrouille par moi-même, quoi, ce que j'ai fait. Mes parents m'ont rejoint une année plus tard, puisque j'étais parti avant eux, ils m'ont rejoint une année plus tard. Et à ce moment-là, bon, les choses sont allées un petit peu mieux. Et puis, bon, ben voilà, comme j'ai un petit côté un peu artiste, j'ai commencé un peu à fréquenter un peu des gens à Perpignan, qui étaient un petit peu le milieu un peu bohème. On jouait de la guitare, on déclamait des poèmes, on écrivait un petit peu. Donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu comme ça. Et j'ai appris à jouer de la guitare, j'ai un peu chanté, enfin voilà, donc ça a été une période assez sympa, quoi. C'était Ouais, une c'est période assez sympa. un artiste dans l'âme et tu as mis du coup très tôt le pied dans l'écriture, a priori. Oui, en fait, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours voulu écrire. Et je me rappelle que quand j'étais au Portugal, j'avais énormément lu. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce que j'étais un énorme lecteur. Et au Portugal, il y a un système de prêt de livres qui était subventionné par la fondation Gulbenkian, qui était un Arménien très riche qui au Portugal, qui avait laissé toute sa fortune au Portugal pour que le Portugal organise des choses culturelles, etc. Et donc il y avait des petites voitures qui allaient de village en village pour le prêt des livres. Et je me rappelle que, évidemment, j'empruntais tout ce que je pouvais comme livre. J'en prenais même sur le compte de ma mère. Et puis je lisais, voilà. Et je lisais tout, quoi. Tout ce qui me passait par la main et par la tête. Excellent. Et ça, Voilà. donc ça t'a donné un peu d'inspiration et ce goût
pour plus tard te lancer dans l'écriture, dans le côté un petit peu artiste, parce que c'était plus le côté poème, peut-être un peu musique, tu me disais que... Oui, l'écriture, etc. Bon, le problème, c'est évidemment que je ne maîtrisais pas suffisamment le français pour avoir quelque chose qui soit significatif, on va dire, en termes d'œuvres ou de poèmes. Mais bon, voilà, je me suis donc davantage concentré sur la musique, toute la partie musique, le chant, etc. J'ai même été guitariste-chanteur dans un orchestre à Perpignan, à l'époque des ballettes, puisque bon, je suis pas tout jeune, donc voilà. Et on chantait évidemment les bals populaires de Michel Sardou. Ben voilà, j'étais là et puis c'était pour moi un moyen de m'évader, et puis un moyen de changer un peu des petits boulots que j'avais à droite, à gauche, et puis voilà, de me projeter, de me dire bon, j'ai envie de faire autre chose que des travaux manuels, quoi. Et combien ça a duré, cette époque où tu étais à la fois sur les petits boulots pour justement survivre, te développer dans un nouveau pays que tu venais d'intégrer, et ce côté où tu commençais à prendre du plaisir un peu en hobby avec l'écriture, la musique, le réseau que tu commences à te créer clairement Tout à fait. dans la région. Donc ça a duré combien de temps? Ça a duré à peu près 2 ans. Au bout de 2 ans, mon père ne trouvait pas trop de travail à Perpignan, donc du coup on a déménagé à Marseille. Et puis à Marseille, j'ai une période un petit peu, j'ai un trou d'air, puisque bon, évidemment, je ne connaissais personne à Marseille, donc ça a été un redémarrage encore. Ça a été un redémarrage. J'ai vécu dans une. Mes parents n'étaient pas très aisés, donc j'ai vécu dans des quartiers un petit peu touchy, quoi, on va dire. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est par la suite devenu mon meilleur ami, qui s'appelait Charlie, qui malheureusement est décédé. Et il m'a dit, mais on a discuté, on s'est liés d'amitié, puis il m'a dit, tu sais, tu devrais peut-être entreprendre des études, il y a des choses qui se font, même si tu n'as pas le bac, parce que j'avais fait une tentative de passage de bac en candidat libre à Perpignan, mais bon, évidemment, c'était mission impossible, quoi. J'avais vraiment pas le bagage pour. Et à Marseille, il m'a dit, tu dois essayer la capacité en droit, parce que ça donne une équivalence bac, donc tu pourrais entrer en fac, etc. Et la capacité en droit, comme son nom l'indique, ce sont des études de droit. Et à l'époque, c'était un vrai concours, quoi. Donc il y avait, je sais pas, une personne sur 5 qui décrochait le diplôme, quoi. Enfin, la première année, puisque c'était la première année qui était très compliquée. Et donc, sur ces conseils, je me suis inscrit et j'ai réussi à décrocher. Donc, la première année de capacité en droit qui m'a donné accès à la deuxième année. Puis en deuxième année, j'ai entamé la licence en droit et puis je suis allé jusqu'à la maîtrise. Voilà. Génial. Oh. Quand tu arrives à 16 ans dans un pays complètement étranger, tu parles pas la langue et que tu commences avec des petits boulots, tu n'as pas forcément cette idée de finir la tête dans les études et d'avoir un diplôme aussi élevé dès quelques années d'installation. Donc chapeau, c'est un beau parcours inspirant. Tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et je pense que vraiment dans ma vie, j'ai eu cette chance, j'ai eu la chance de rencontrer à chaque étape de ma vie quelqu'un qui m'a donné ou l'inspiration ou qui m'a donné l'élan, on va dire, pour franchir un nouveau cap. Oui, je pense c'est sûr que on va en reparler de toute façon, mais le réseau, l'environnement avec les personnes avec qui tu restes, ça influence forcément ton parcours. Et là, tu nous as cité ton ami comme vraiment un tremplin en termes de conseils pour te lancer dedans. Donc des fois, on a besoin de ce petit coup de pouce. Peut-être que tout seul, on ne serait pas arrivé. Et là, ça nous permet vraiment de mettre le pied dedans. Et quand on a des gens autour de nous qui ont une relation saine et qui ont confiance en nous, ça nous donne encore plus de force. Donc c'est une très belle histoire. Ça peut être déjà une true story, on peut dire ça comme ça. Très bien, donc là, tu fais ton cursus dans le droit et
tu sors avec ce diplôme, c'est quoi tes aspirations, tes objectifs là qui sont revus à la hausse, j'imagine, maintenant avec ce bagage. Comment tu te voyais? Bon, en fait, si tu veux, la réflexion a été de me dire, bon, j'ai fait des études en droit, donc je me suis pas mal débrouillé. Qu'est-ce qui s'offre à moi en termes de perspective, de carrière, d'avenir, etc. Donc je me dis, bon, soit le métier d'avocat, soit la magistrature, soit le conseil juridique, voilà, j'avais plusieurs choses qui étaient possibles. Mais il est vrai que c'était pas vraiment quelque chose qui me... pour moi, c'était un pis-aller, quoi. C'était un pis-aller, c'était logique, mais c'était pas forcément... comment dire, ça venait pas du cœur, quoi, pour moi, cette solution. Et puis là encore, pendant mes études, je rencontre un prof parce que je me disais, bon, la langue, je la maîtrise pas. Ok, j'ai réussi des études, mais le français, bon, je le maîtrise pas, quoi. Tu vois, j'ai pas. Et un jour, il y a un prof qui me remet un TD, qui me remet l'épreuve, et il m'a dit, ouais, vous avez un petit style. Et tu vois, ça, c'est une phrase qui m'est toujours restée. Et je me suis dit, peut-être que, comment dire, peut-être que cette inspiration que j'avais dans la langue portugaise, en fait, elle n'est pas juste pour le portugais, mais qu'elle peut aussi s'appliquer à une autre langue, tu vois. Et je me suis dit, bon, vraiment, ça m'a ouvert de nouveau, un peu comme mon ami qui m'avait dit, tu devrais essayer... tu devrais essayer des études en droit, etc. Et là, ça a été pareil, encore une rencontre assez... qui peut paraître banale, quoi, mais qui en fait t'ouvre l'esprit, qui te dit pourquoi pas. C'est juste ça, pourquoi pas. Ouais, c'est comme tu as dit, ces petites phrases, cette petite reconnaissance qui te permet d'impulser un peu plus fort. Et même dans le cadre de carrière, et on le voit surtout sur les nouveaux étudiants qui arrivent dans le marché du travail, ils sont demandeurs de ce genre de choses. Tu vois, où il y a 10-15 ans, le premier des objectifs d'un étudiant, c'était de regarder le salaire qu'il allait gagner à la fin de mois. Aujourd'hui, c'est des attentes de reconnaissance par rapport à leur travail ou autre. Donc, je pense que ça, c'est un côté humain dans les relations humaines. Quand tu as ce petit plus, cette petite phrase qui t'a poussé, ça va te permettre d'aller plus loin. Et encore plus quand c'est de personnes, là c'était ton prof. Donc c'est encore plus impactant sur la crédibilité que peut avoir ce conseil ou ce compliment. Tu vois, je pense que parfois on ne se rend pas compte de l'importance que peuvent avoir les mots. Et ça, c'est un mot qui a changé ma vie, par exemple. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est très important. Il y a des gens qui sont inspirationnels et dont il faut prendre les paroles et dont il faut appliquer un petit peu les termes. Hein. Il faut s'en inspirer, il faut se dire pourquoi pas moi. Ça me fait penser à une phrase de Anthony Bourbon, le célèbre entrepreneur, qui disait sois la personne la plus bête de ton entourage, pour t'entourer justement maximum de personnes qui vont te tirer vers le haut. Donc ça me fait un petit peu penser à tout ce que tu évoques justement dans les relations humaines et la puissance des mots sur un caractère hyper positif. Ok, donc tu as ce petit shot d'impulsion d'adrénaline pour aller un peu plus loin dans tes aspirations. Donc qu'est-ce que tu décides à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, donc, j'ai fini mes diplômes, je commence un petit peu mes recherches, mais bon, c'est pas fantastique parce qu'en même temps, je suis avec quelqu'un, je suis sur le point de me marier, donc j'envisage quand même l'avenir, puisque bon, en étant là, j'ai à peu près 25 ans. Donc j'ai besoin quand même comment dire, de travailler, d'envisager une carrière, etc. Et à ce moment-là, bon, je trouve pas. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde un peu les petites annonces et je passe notamment, je rends visite à un journal à Marseille, un journal
sur les petites annonces juridiques, mais qui fait aussi des choses, qui a aussi des chroniques juridiques, qui fait des articles économiques, etc. Et donc je leur demande s'ils n'ont pas besoin que je leur fasse des articles, des chroniques judiciaires, etc. sur la jurisprudence et ainsi de suite. Et donc ils me disent non, écoutez, nous, on a des agences qui font ce boulot-là, donc on n'a pas besoin. En revanche, de temps en temps, on a besoin de quelqu'un qui nous donne un coup de main parce qu'il y a des conférences de presse. Parfois, on a du mal à trouver les personnes qui peuvent s'y rendre, etc. Donc ça nous intéresse. Et voilà comment démarre ma carrière de journaliste à Marseille. Voilà. Excellent, c'est un bon début. Donc toi, tu étais venu taper la porte de ce journal avec une idée. Ben, derrière, tu ressors avec quelque chose d'autre, mais qui te correspond. Tout à fait. Et j'étais courtier immobilier en entreprise à ce moment-là. Ok. J'avais trouvé un boulot qui me permettait un petit peu d'attendre et de voir un peu la suite. Et puis je commence comme ça. Je commence à à aller à des conférences de presse. Et puis peu à peu, on me dit, bah écoutez, ce que vous faites est sympa et tout. On aimerait bien vous garder de façon plus pérenne, puisque je faisais ça tout en travaillant, en étant courtier en immobilier. Et voilà comment je suis entré en fait dans le journalisme. Je suis resté à peu près 7 ans dans ce journal. Ensuite, je suis parti, j'ai créé une petite lettre confidentielle d'information sur tout ce qui touchait aux médias, parce que j'aimais beaucoup les médias, qui s'appelait à l'époque déjà la lettre multimédia. Alors, ah ouais, là c'est précurseur quand même voilà, sur le la terme. lettre multimédia. J'étais en concurrence notamment avec Stratégie qui s'était implanté aussi en région à l'époque. Mais bon, moi j'étais plus orienté presse et moins publicité que Stratégie. Mais c'est vrai que comment dire, ça a été l'occasion de me démontrer que j'étais capable d'entreprendre et que j'avais la fibre un petit peu pour être mon propre patron, quoi. Voilà, ça m'a démontré ça. Après cette lettre multimédia, ça a duré à peu près 3 ans. Avec des potes, on a créé une deuxième lettre, mais qui a été une lettre sur l'économie dans la région, qui s'appelait la lettre du business. Voilà. Et une lettre confidentielle toujours, à partir de laquelle on a créé un supplément magazine et ainsi de suite. Donc ça a duré 6-7 ans à peu près. Au bout de 6-7 ans, je me suis associé avec un Parisien. Et comme souvent entre les Parisiens et les Marseillais, ça ne s'est pas bien passé. Et, et du coup, j'ai repris ma liberté. Donc je suis devenu pigiste. Et puis j'ai un copain qui m'a dit, tiens, il y a un journal sur l'économie du tourisme qui se lance, qui s'appelle Quotidien du tourisme, et il recherche un correspondant région. Et voilà comment j'ai commencé le journalisme dans la presse professionnelle touristique. Excellent, donc là tu as vraiment vu t'as développé ta carrière déjà sur le début de la presse générale. Quoi, tu as mis un pied d'abord dans le juridique. Là, quand tu arrives sur la presse professionnelle, est-ce que c'est un monde que tu maîtrisais, le monde du tourisme de façon générale? Est-ce que c'était une envie de mettre un pied dans les voyages aussi, pour justement un petit peu t'extérioriser au maximum avec ta plume, avec toutes tes aspirations? Comment tu as saisi cette opportunité en fait? En fait, c'est un mix un peu de tout ça. C'est-à-dire que d'une part, bon, évidemment, je voulais écrire. L'économie touristique, finalement, c'est de l'économie. C'est un secteur de l'économie qui, évidemment, a ses spécificités, mais qu'il est possible de maîtriser au bout d'un certain temps. Il y avait le voyage, bien entendu. J'ai toujours adoré voyager. Et ça aussi, c'était quelque chose de puissant dans l'envie que j'avais d'entrer là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte très vite que ce milieu du tourisme était un milieu sympathique, un peu hypocrite, mais sympathique. Pourquoi ? Parce que les gens, même s'ils étaient concurrents, ils étaient capables de parler ensemble, de se réunir et de discuter. Et ça, j'ai trouvé ça, je me suis dit, tiens,
Dans le milieu de l'économie, c'est rare de trouver des gens qui sont concurrents et qui sont capables de se parler, de partager des choses ensemble. Et ça m'a beaucoup plu. Euh, Outre le voyage qui était vraiment quelque chose que j'avais envie de développer aussi. Et voilà comment je suis entré comme correspondant du quotidien du tourisme. C'était juste au lendemain de la deuxième guerre du Golfe d'ailleurs. Ok. J'ai commencé là. Et puis, bon, ça a été un petit peu compliqué pendant quelques mois pour le journal, mais après, il a vraiment pris son élan et puis il s'est développé. Voilà. Hmm. Ok. Et combien tu passes de temps dans cette entreprise, quoi, en tant que pigiste, bien évidemment, et le lien qui te dit un jour, ah, il faut que je crée mon propre bébé, il faut que cette envie d'entreprendre que j'avais un petit peu goûté récemment, que je la mette en pratique. Qu'est-ce qui se passe Bah, tu as dû te pendant ce rendre temps? compte que j'aimais bien, je suis un entrepreneur dans l'âme, donc j'aimais bien, j'ai un petit côté aussi éditeur, j'aime bien le côté... En fait, ce que j'aime bien dans le journalisme, c'est presque davantage d'entreprendre que d'écrire, hein, dans cette spécificité, on va dire, de la presse. Et j'ai travaillé j'ai été correspondant du quotidien du tourisme jusqu'en 2000, à peu près 2001. Et puis à ce moment-là, le quotidien du tourisme avait décidé de réduire les participations des correspondants en région et je me suis dit, bon, j'ai deux solutions. Soit je quitte le quotidien du tourisme, je me recentre sur l'économie en général et puis je passe à autre chose. Mais je perds évidemment tout ce côté qui me plaît bien, l'ambiance du voyage, etc. Soit je crée quelque chose qui peut éventuellement devenir un truc sympa, mais qui au moins me permettra dans un premier temps de continuer à voyager, de fréquenter ce milieu-là et ainsi de suite. Et donc on est dans les années, on est en 98. Hein, puisque moi, ça a été un petit peu à cheval avec le quotidien du tourisme. Donc en 98, je m'intéresse, j'ai toujours été passionné d'informatique, de nouvelles technologies, tu le disais au début. Donc je suis un lecteur depuis sa naissance de Science et Vie Micro. Donc je me suis toujours tenu au courant de ce qui se passait, etc. Et en 98, je commence à me dire que bon, Internet, c'est quelque chose qui est à la fois intéressant, qui risque d'impacter nos métiers, nos vies, etc. Et qui en même temps, au niveau média, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Bon, tu vois, j'ai pas encore une approche un peu comme la télématique, le Minitel, tout ça, où j'avais un petit peu touché au Minitel du temps où j'avais ma lettre d'information économique et tout. Mais pas, je n'étais pas allé plus loin que ça, parce qu'en fait, bon, le Minitel, il y avait tout ce côté un peu 3615, machin, etc. Ça, ça me plaisait un peu moins. Moi j'ai toujours aimé, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent avec le Minitel, mais moi j'ai toujours aimé faire ce qui me plaît d'abord. Et je sais qu'il y a une sorte d'équilibre et que quand tu fais ce qui te plaît en général, tu aboutis toujours à quelque chose de... Enfin, tu as ta récompense pécuniaire, on va dire, à la fin, parce que tu es dans une espèce d'équilibre, quoi, on va dire, entre toi, ce que tu as envie de faire puis les résultats. Donc, en 2000, en 98, je crée Tourmag. Je reste correspondant du quotidien jusqu'en 2000 à peu près. Et puis en 2000, ils me disent, bon, écoute, quand même, bon, ça nous gêne un petit peu que tu fasses à la fois Tourmag, que tu sois correspondant du quotidien, ce que j'ai parfaitement compris, etc. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté donc la correspondance du quotidien et je me suis consacré beaucoup plus à Tourmag sans y être à plein temps parce que bon, à l'époque, c'était vraiment les balbutiements d'Internet. On avait à peu près une vingtaine de personnes qui disposaient d'une adresse email dans le secteur du tourisme. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va faire ça comme ça, on verra bien ce que ça donne, etc. Et donc, j'ai continué à piger à côté pour faire bouillir la marmite, comme on dit.
Et voilà, et puis c'est parti comme ça, peu à peu, ça a pris de l'importance. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant il faut que je saute le pas. Soit je reste pigiste et je continue à bricoler, ou alors je saute le pas et puis advienne que pourra. Voilà, donc C'est un bon choix que tu as fait, hein. Du coup, maintenant, je sais. avec le recul, on peut le voir quand même. Et Mais c'était un choix important, c'était un hmm, choix vraiment de vie. Et j'ai pu le faire aussi parce que ma femme bossait, voilà, parce qu'elle ramenait un salaire à la fin du mois. Donc c'est aussi un peu grâce à elle que j'ai pu faire ça. Parce qu'elle m'a dit, bon, allez, vas-y, tu tentes et puis tu verras bien. Voilà, et donc. excellent, excellent, mais c'est assez impressionnant parce que tu avais quand même un côté visionnaire pour être attiré par tout le boom d'Internet à cette époque-là. Si je rappelle un chiffre, en 95, tu n'avais que 1% de la population mondiale qui avait accès à une quelconque forme d'Internet, hein. Aujourd'hui, on est à 51%, et donc c'était vraiment les débuts. Justement, ça nous fait un peu rentrer dans le vif du sujet parce que tu as vécu, tu as même contribué cette métamorphose d'Internet et l'impulsion que ça a eu dans la presse. Comment tu as vécu ça, toi, de la naissance justement de Tourmag avec ton idée et ton approche technologie, web, multimédia, pour revenir au beau jeu de mots. Comment tu as vécu ça? Est-ce que ça a été, tu l'as pris comme une opportunité? Est-ce que tu pressentais que le papier il allait de plus en plus s'amoindrir ou ça allait être quelque chose qui complète? Comment tu l'as vécu justement ces 5-7 premières années avec le gros boom d'Internet? Bah, comme je disais au début, effectivement, on riait, hein, j'avais une vingtaine donc, de personnes qui avaient une adresse email, donc, qui étaient nos abonnés à qui on envoyait de l'information. Et puis, mon idée, c'était que Internet était une véritable opportunité pour les médias. Ça, je l'ai pensé, et ça n'a pas commencé avec Internet, ça a commencé avec la télématique. Hein. Avec la télématique, bon, évidemment, la télématique, du point de vue technologique, était limitée, mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et déjà, du temps de la télématique, j'avais commencé à m'intéresser un petit peu à la question de la transmission de l'information par la télématique. Et je me suis dit, bon, il y a une opportunité. Évidemment, j'étais loin de me douter comment dire, du bouleversement qu'Internet allait apporter, et de l'impact dans nos vies, quoi, hein, dans la façon dont l'information était aussi transmise. Mais je ne sais pas, voilà, aujourd'hui c'est facile de dire j'ai été visionnaire, mais bon, à l'époque, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. J'avais l'impression que c'était... Parce que pour moi, déjà le papier c'était une impossibilité. Je me voyais mal concurrencer le quotidien du tourisme, hein, qui était le leader de la presse professionnelle à l'époque, qui était édité par un groupe qui était le groupe La Rivière. Je me voyais mal concurrencer Tour Hebdo ou l'éco touristique. Voilà. C'était tous des journaux qui appartenaient à des groupes. Donc pour moi, c'était juste no way, quoi. Donc le seul moyen, c'était... mon ambition, elle était, je te dis, de continuer à rester, d'apporter de l'information, de rester dans ce milieu économique qui me semblait intéressant, et en même temps d'expérimenter, parce que bon, toujours très branché nouvelles technologies, d'apporter quelque chose de différent dans le secteur des médias. Voilà, c'était à peu près mes trois objectifs. Et donc, effectivement, bon, peu à peu, la chose a pris. C'était très compliqué au départ, puisque bon, en même temps qu'on a inventé cette nouvelle façon de transmettre l'information au secteur du tourisme, il a fallu presque qu'on invente le marketing qui allait avec. Hein, parce que les gens, bah, ils n'avaient rien, quoi. Ils savaient pas comment on faisait une bannière, ils savaient pas. Donc, tu vois, il y a eu en même temps, en fait, c'était une réflexion globale. Par exemple, on a, pour la première fois, habillé une newsletter
Hein, et je me rappelle de l'annonceur, c'était Swissair. Tu vois, et on a habillé notre newsletter avec une pub de Swissair. C'était juste, voilà. C'était, tu vois, c'était vraiment nouveau, quoi. C'était les gens, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça. Une bannière, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne connaissaient pas. Voilà, le digital, c'était quelque chose de complètement nouveau, innovant, presque de. Pas presque, de complètement disruptif par rapport, en plus, à des métiers qui sont des métiers. Le tourisme, ça a beau être très connecté. À la base, ce sont des métiers traditionnels, quoi. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'à voir la vitesse à laquelle comment dire, il intègre les nouvelles technologies et notamment le ratage monumental d'Internet pour voir que ce ne sont pas des métiers de pionniers. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est intéressant dans ton parcours et je pense, et tu me corrigeras si je me trompe, mais il y avait un côté aussi nouveau pour toi parce que toi tu écris, tu transmets de l'information dans un domaine que tu commençais à bien maîtriser qui est la presse touristique. Là, il fallait mettre aussi ta casquette entre guillemets de vendeur et de formateur justement sur des nouvelles technologies. Donc ton business model quand tu lances Tourmag, c'est toujours le côté passion pour transmettre l'information d'une manière un peu différente, en tout cas à l'époque, ça se faisait très peu, c'était les débuts d'Internet comme on l'a dit. Comment on met la casquette pour aller chercher justement des clients, des annonceurs et leur faire comprendre que là, il y a une visibilité qui est importante et sur laquelle il faut surfer au maximum. Alors, bon, au départ, enfin, je savais bien qu'il fallait de l'argent, évidemment, pour développer Tourmag, pour payer, puisqu'à ce moment-là, Céline arrive en 2001, 2002 par là. Donc, au début, elle était stagiaire, mais après, bon, bah, il fallait la payer. Donc, il fallait commencer sérieusement à réfléchir. Autant tant que j'étais pigiste, si tu veux, je me débrouillais. Autant à partir du moment où ça devenait un emploi à temps complet, il fallait que je trouve d'autres moyens. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé effectivement à me dire, bon, il faut que je trouve des gens qui vont à trouver un business model. Il faut que je trouve un business model. Et à ce moment-là, le business model, j'ai changé ma casquette de rédacteur et je me suis inventé un nom pour vendre de la publicité, du marketing, sans que le journaliste soit compromis. Bravo. Voilà. Et donc ça s'appelait, je me suis appelé Jean Fabien. Ce qui est très drôle, puisqu'à l'époque, je ne savais pas que Fabien un jour serait le directeur marketing de Tourmag. Donc, je me suis inventé, et j'ai commencé un petit peu à faire des touches par-ci par-là. Et on a commencé à avoir des petits budgets. Et puis, peu à peu, les gens ont quand même compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et puis un beau jour, on a eu la SNCM, par exemple, qui a été un annonceur et qui commençait à nous prendre au sérieux. Donc ça a été un de nos premiers annonceurs, avec l'aéroport de Marseille d'ailleurs. Bon, on se connaissait, donc j'avais été par le passé, j'étais quand même dans la presse économique, donc ils me connaissaient un petit peu. Et donc ils m'ont fait confiance, donc ils m'ont fait quelques bandeaux, on va dire, publicitaires, etc. Mais je crois que vraiment le déclencheur, ça a été la SNCM, parce que la SNCM, qui était à l'époque la compagnie Corse Méditerranée, qui desservait la Corse au départ de Marseille. Et là, ils m'ont donné un budget à l'année. Ils m'ont dit, écoute, voilà, tu as un budget à l'année, etc. Et je me rappelle que ça a été pour moi une joie extraordinaire, parce que je me suis dit, tiens, on est pris au sérieux. Donc ce qu'on fait, ça vaut quelque chose. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu ne sais jamais vraiment si ça a une valeur. En fait, la valeur, c'est les autres qui te la font, qui te font toucher du doigt, on va dire, ce qu'ils peuvent en attendre. Et là, vraiment, je me rappelle avoir dit à ma femme, tiens, regarde, on a vendu notre première campagne publicitaire. C'était pas énorme, c'était quelque chose comme 5 000 € pour l'année.
Mais en même temps, c'était une grande joie parce que je me suis dit à ce moment-là, bon voilà, Tourmag vient un peu de naître en tant que média, puisqu'il y a des entreprises comme la SNCM qui acceptent d'être annonceurs sur ce média. Ouais, c'est le fruit d'un travail accompli, donc on le disait encore en début d'épisode, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance de ton travail et ça te donne euh, une crédibilité aussi quand tu as un grand nom de la profession qui te fait confiance. Donc ça te permet de t'asseoir sur de bonnes bases. Donc c'est un beau challenge relevé. Donc c'est un des premiers. Après, il y en a pas mal qui ont suivi. Mais dans cet intervalle-là, quand tu commençais à grossir avec Tourmag et à avoir de plus en plus de visibilité dans le milieu, comment te voyaient tes concurrents? Alors, la première, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu le déni. C'était la première phase, puisqu'ils n'y croyaient absolument pas. Donc, c'était quelque chose qui, pour eux, je sais pas, ça relevait un peu de la curiosité, je sais pas, mais en tout cas, ils m'ont pas pris au sérieux. Ça, c'est clair et net. Ils m'ont pas pris au sérieux. Et puis, au bout de 2 ans d'existence, j'ai commencé, donc Tourmag a commencé à prendre quelques budgets. Et donc, à ce moment-là, ils ont commencé à nous regarder différemment. Et puis un jour, je rencontre l'éditeur du quotidien du tourisme qui me dit, tu sais, tu devrais contacter un tel, etc. On devrait discuter, tout ça. Voilà, donc, bon, évidemment, j'ai pas fait attention parce que moi, comment dire, mon ambition n'était pas forcément de me vendre dès la première occasion. D'ailleurs, ça ne s'est jamais fait. Mais j'ai trouvé que la réaction était intéressante parce que ça veut dire qu'on commençait un petit peu à titiller les médias du secteur qui étaient quand même pas les plus petits. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, ça a été qu'effectivement, ils se sont réveillés et donc ils ont commencé à faire eux-mêmes des versions internet de leur support papier. Voilà. Et puis la troisième phase, bon, bah, ça a été la phase de la concurrence. C'est évident qu'ils ont fini un peu par combler un peu leur retard, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire sans eux. Malheureusement, je pense que c'était trop tard pour eux, on l'a vu. Tous ces journaux qui étaient les leaders de la profession et qui ont disparu et qui étaient tenus par des groupes. Et voilà, et donc c'est le petit poussé en fait, la tortue en fait, qui a pris le lead quoi, sur ces grands groupes. Bah après, c'est vrai que tu parlais du business model, on change du tout au tout. Quand tu vends un abonnement à X nombre de personnes papier et que du jour au lendemain tu te digitalises, en plus souvent ils se sont digitalisés avec des versions gratuites, donc sans forcément penser au business model en disant voilà, nous on a nos clients qui sont abonnés, on sait qu'on fait X de chiffre d'affaires par mois, par an. On fait une version supplémentaire pour combler justement ce manque dans le développement des médias et le boom des versions web. Mais c'est un business model complètement différent et à part. J'irais même plus loin, je dirais que c'est une culture qui est complètement différente. Et je pense que si on n'est pas prêt pour, endosser cette culture-là, c'est un peu cuit, quoi, parce que ça suppose déjà de travailler sur 2 versions différentes d'un média, donc le papier, qu'est-ce que je mets en gratuit, comment je gère mon business model, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces journaux-là, ils avaient des abonnés, mais ce n'est pas les abonnés qui payent le journal. Jusque dans les années, et c'est toujours vrai, c'est toujours la publicité qui paye la presse aujourd'hui, dans une proportion de... Ça dépend des journaux, mais ça peut aller de 95% à 5%, quoi, en termes de partage, on va dire, de revenus entre la publicité et les abonnements. Donc, à ce moment-là, ils sont dans une contradiction culturelle. Et je pense que c'est ça
qui va les couler parce qu'ils sont incapables de se dire, bon, de quelle manière est-ce qu'on passe d'un monde à l'autre? Et puis en même temps, ils sont dans le déni. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, Internet, machin, mais un jour, ça reviendra et ça passera. Et je pense que ça a été une constante pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours dit qu'un jour, en fait, ça serait terminé, Internet, et qu'on reviendrait au modèle d'antan. Et ça, c'est quelque chose que j'ai senti tout au long de ces années écoulées. Je pense qu'ils pensaient vraiment que les choses allaient revenir au statu quo ante. Ouais, c'est dur hein, parfois de sortir de sa zone de confort quand tu es bien installé. Et c'est ça qui fait le succès des plus grandes entreprises. C'est constamment se renouveler et chercher ce qui va se faire demain et comment les choses vont se transformer. Surtout que notre société évolue très rapidement. Et puis il y a eu une accélération de la technologie. Je veux dire, on est parti d'Internet en 98, et puis il y a eu le web 2.0, et puis il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés. Et il a fallu à chaque étape, si tu veux, y compris pour nous, il a fallu à chaque étape s'intégrer, s'adapter, composer avec ces nouveaux modes de communication, composer avec l'évolution de ces modes de communication, puisque, bon, si on regarde aujourd'hui Facebook à ses débuts et Facebook aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Voilà, Instagram n'existait pas, Twitter était naissant. Donc tous ces médias ont évolué de façon très rapide. Donc il a fallu à chaque fois, si tu veux, se dire, bon, nous-mêmes, il a fallu se remettre en question. Donc tu imagines que pour un journal papier qui avait une culture, si tu veux, de plusieurs siècles, enfin, je ne parle pas forcément des médias en question, mais je parle de la presse en général, qui avait cette culture du papier. C'était un challenge quasiment impossible à relever. C'est clair. Mais malgré tout ça, tu as toujours ce que je retrouve chez toi, tu as quand même un côté hyper engagé. Même quand tu parles de tes concurrents, tu as écrit un très beau papier en mai dernier sur la situation plus précaire de la presse touristique et notamment le redressement judiciaire de l'écotouristique. Donc, ça veut dire que même si c'était concurrent, tu vas être quand même derrière le milieu, justement le réseau professionnel que tu disais, un peu plus sain que ce que tu avais eu l'habitude d'avoir dans le monde économique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette situation aussi que vive la presse professionnelle? Parce que je pense que c'est un point important. On en parle très peu, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et toi, tu as pris la parole justement. Pourtant, tu peux être un des concurrents. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de mettre en avant ce point-là et cette thématique? Moi, je pense, si tu veux, que la presse professionnelle est en grand danger. Pourquoi? Parce que on est de nouveau en fait à un tournant. On est au tournant des réseaux sociaux. On est au tournant avec l'intelligence artificielle qui arrive. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs menaces. Et ce n'est pas uniquement pour la presse professionnelle, mais il y a vraiment un danger aujourd'hui pour en ce qui concerne la survie de la presse, qu'elle soit grand public ou professionnelle, mais peut-être encore davantage professionnelle. Pourquoi? Parce que il y a ces changements, si tu veux, ont affaibli la presse professionnelle. Il suffit de regarder 10 ans en arrière, on était 4-5 médias bien établis, qui vivions correctement du secteur du tourisme, B2B, business to business. Et aujourd'hui, quand on regarde, on n'est plus que deux. On n'est plus que deux médias aujourd'hui. Il s'est écoulé à peine 10 ans. Donc, et notre concurrent, évidemment, est en difficulté. Alors, moi, ce que je dis, c'est que c'est pas quand on est en difficulté qu'il faut réagir, c'est quand on est encore fort qu'il faut travailler
à essayer de changer les choses. Et ça va être un petit peu ma mission, puisque bon, je suis quand même en bout de carrière. Ma mission, ça va être de travailler, de faire du lobbying pour faire comprendre à notre secteur professionnel qu'il a besoin de la presse professionnelle. Aujourd'hui, il faut savoir que le tourisme représente environ 12% du PIB français. 12% et près de 18 millions d'emplois. Donc il n'est pas normal que ce secteur-là n'ait pas une presse digne de ce nom. Donc pour moi, il est urgent d'agir. C'est ce que je suis en train de faire et donc ça justifie un petit peu le redressement de notre confrère. Ça a été un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Depuis plusieurs années, nous sentons bien que, le volume et les budgets publicitaires diminuent parce que le secteur est en train de basculer vers le B2C, c'est-à-dire vers le grand public. Donc moins de budget. Nous-mêmes, nous avons mis en place depuis 2 ans l'abonnement payant. Les résultats sont plutôt sympas, mais très nettement insuffisants, puisqu'en fait, il faudrait qu'on arrive à ce que les courbes se croisent, c'est-à-dire que la diminution de la publicité se croise avec la hausse et la progression des abonnements. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a un grand gap entre les deux en termes de volume. Et donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment alerter la profession et lui dire que si on ne fait rien, si on ne trouve pas un business model dans lequel la profession s'implique, je pense que d'ici 3-5 ans, il n'y aura plus du tout de presse professionnelle et la profession devra se contenter d'être informée par les réseaux sociaux, les fake news et ainsi de suite. Le message est passé, on le prend fortement en considération et c'est souvent quand c'est trop tard qu'on s'aperçoit des choses, donc c'est important de le rappeler et en tout cas on diffusera un maximum cet appel un petit peu à soutenir la profession. Pour passer sur une autre thématique qui est dans la continuation de ta carrière, de tes passions aussi, puisqu'on a compris que depuis le départ, tu entreprenais souvent ce qui t'animait et c'est toujours positif et c'est là qu'on retrouve souvent le succès. Tu t'es lancé dans l'écriture, donc tu as un roman qui est sorti, qui rencontre un beau succès, a priori, Mortelle Machination. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de cette envie de se lancer dans l'écriture d'un thriller ? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà en toi ? Comment on vient ? Parce qu'entre écrire des articles et écrire un roman, on est quand même sur 2 métiers qui sont complètement différents. Comment t'en es venu à ça ? L'idée, j'aime bien les challenges, tu as dû le remarquer, donc c'était quelque chose qui me trottait depuis longtemps. Mais il y avait un processus de maturation qui devait se faire. Donc j'ai attaqué ça relativement tard, je le regrette parfois. Mais je pense que je l'ai fait au moment où je devais le faire. C'est-à-dire que au moment où je me suis senti prêt pour le faire, et j'ai commencé, si tu veux, à écrire. J'ai laissé tomber, j'ai repris. Et puis pendant l'année où il y a eu le Covid, ça a déclenché en fait, cette envie d'aller jusqu'au bout de ce roman. Pourquoi un thriller ? Parce que j'aime bien les thrillers. Et en fait, j'ai écrit un bouquin que j'aurais aimé lire. Donc c'était ça l'envie, de faire quelque chose de court, de musclé, qui prenne le lecteur aux tripes et qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout. Et je pense que de ce point de vue-là, d'après les commentaires que j'ai eus, c'est pas trop mal réussi. Donc il y a des gens qui l'ont lu en une journée. Donc c'était ça le challenge, quoi. Et en même temps que j'écrivais, je me formais parce que, comme tu le disais fort justement, ce sont 2 métiers complètement différents. Le journaliste est un sprinter, alors que l'écrivain est un coureur de fond. Donc c'est pas du tout le même entraînement. Voilà, donc, et c'est vrai que
d'avoir réussi en fait à écrire ce premier roman m'a donné envie de continuer. Donc c'était pas juste comment dire, quelque chose que j'avais envie de faire et de passer à autre chose. Je pense que c'est quelque chose de plus profond et que voilà, et que j'avais envie. Donc du coup j'ai attaqué un deuxième livre qui est en cours, quoi. C'est une exclusivité, ça, que tu nous donnes. Voilà, tout à fait, tout à Génial. fait. Je peux pas encore te donner le titre, mais sache qu'il est bien avancé. Voilà, et donc, bah écoute, je suis vraiment. C'était un accomplissement d'arriver à écrire un livre. Je pense que c'est quelque chose de relativement compliqué, surtout quand tu n'as pas. Bon, j'ai beaucoup lu dans ma vie, mais je n'avais jamais, comment dire, je n'avais jamais pris des cours d'écriture, etc. Je ne connaissais rien au suspense, je ne savais pas techniquement, parce que quand tu écris un thriller, il y a vraiment une technique, quoi. Et donc, je me suis formé en même temps que j'écrivais. Je me suis formé, quoi. Et donc, j'appliquais au fur et à mesure que je lisais. J'appliquais à ce que j'écrivais. Je me disais, ouais, mais tel truc à tel endroit, je le révèle trop tôt. Il faut que je le repousse vers la fin. Il faut que ça sache le plus tard possible pour arriver à donner des petites pistes, mais à induire le lecteur quand même en erreur sur certaines autres, etc. Voilà. C'est très intéressant et chez True Story, on adore ça. Justement, c'est les petits hacks, les conseils. Comment on arrive à acquérir cette méthodologie? Comment tu as réussi à te former? Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être cette envie au fond d'eux, mais qui ne se lancent pas. Quelles sont les étapes à aborder? Qu'est-ce que tu donnerais, en tout cas selon ton expérience, toi de jeune écrivain, comment aborder les choses pour pouvoir se lancer, les petites techniques, les petites astuces à avoir pour le faire de la meilleure façon possible? Bon, malgré, je suis un vieux journaliste, mais un très jeune écrivain. Donc j'ai effectivement appris beaucoup au cours on va dire au cours de l'année précédente. Il y a énormément de choses sur Internet, sur l'écriture. Il y a comment dire, sur YouTube, on trouve vraiment énormément de choses. Il y a plein d'informations, de formations, pardon. Donc, il faut quand même faire attention parce que là, il y a une espèce de mode là sur l'écriture et tout le monde, tous les écrivains qui proposent des formations à l'écriture, etc. Donc, il faut quand même faire attention de ne pas s'embarquer dans n'importe quoi. Moi-même, j'ai fait une formation à Marseille, comment écrire son premier livre, et qui faisait part un peu de mon expérience, justement. Bon, ça serait relativement long à décrire, mais je pense que la première chose, c'est effectivement, il faut faire très attention au début et très attention à la fin. Quand on écrit un bouquin, il faut faire très attention au début parce qu'il y a beaucoup de choses, donc il faut trier le bon grain de livret. Et à la fin, quand on a terminé le livre, il faut faire attention au niveau de l'édition, hein, de ne pas se faire piéger par des maisons d'édition qui en fait, leur seul but, c'est de vous faire dépenser de l'argent, hein, parce qu'elles vous demandent de l'argent, alors que normalement, quand tu publies à compte d'éditeur, on n'a pas à te demander de l'argent. Normalement, c'est l'éditeur qui prend en charge toutes les dépenses, voire même en fonction du bouquin qui te verse un petit acompte, etc. Moyennant quoi il garde les droits. Mais voilà, il faut faire très attention à ça parce que c'est assez, on va dire, assez vicelard, on va dire. Et donc tu peux croire, tu es flatté dans ton ego parce que tu as envoyé un bouquin à 2 ou 3 éditeurs qui t'ont dit ah c'est génial, ça nous plaît beaucoup, etc. Notre comité de lecture vous a donné son accord, etc. Mais il faut vraiment s'en méfier, il faut vraiment lire les tout petits caractères. Voilà, c'est très important. Et puis après, oui, écrire un bouquin, on peut se dire oui, mais tout le monde a écrit des bouquins, ce que je vais écrire, ça ne sera jamais que ce que d'autres ont déjà écrit, etc. Mais il faut savoir que ton bouquin à toi, personne ne l'a écrit. Donc ton expérience à toi, elle est unique. Et donc si tu arrives à écrire ce livre, eh bien, ce sera une expérience unique et il n'aura jamais été écrit nulle part.
C'est un très bon conseil et je pense que ça va en motiver plus d'un à se lancer. Avant qu'on termine le podcast, parce qu'on arrive bientôt sur la fin, je voulais faire justement un petit peu un lien sur le développement du digital. On en a parlé beaucoup dans la presse, mais ça arrive aussi dans la lecture de manière générale. Hein. Les romans, les livres maintenant sont disponibles sur Amazon. Toi, tu as bien évidemment écrit ton livre en prenant ça en considération. Comment tu vois les choses justement pour demain? Est-ce que les lecteurs de demain sont des lecteurs sur une tablette? Est-ce qu'on aura toujours le format papier? Parce qu'il y a une évolution quand même qui a complètement changé ces dernières années sur la lecture de manière générale. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois les choses sur ta propre expérience? Moi, je pense qu'il y aura une minorité de lecteurs qui aimeront toujours lire sur papier. Et je pense que c'est quand même une tendance qui est en nette régression. Le côté, oui, c'est important de toucher le livre, c'est un bel objet, etc. Mais il y a quand même des gros avantages dans le digital. Tu pars en vacances, tu peux partir avec 20, 30, 50 bouquins. Là où il te faudrait 2 valises pour mettre tes bouquins. Donc il y a ça. Il y a surtout les nouvelles générations qui ont pris l'habitude de lire sur tablette. Aujourd'hui, tu vois plus personne dans le métro qui déplie un journal. Et on ne le voit quasiment plus, quoi. Donc je pense quand même qu'avec le temps, si tu veux, le digital va prendre la main. Qu'il y aura toujours des beaux livres, qu'il y aura toujours... Et je pense peut-être que le roman, tel que la romance, la fantaisie, etc., qui sont des formats très jeunes, à mon avis, se liront essentiellement sur Wattpad, sur le digital. Et je crois que pour ces générations-là, je pense qu'à terme, soit le digital va prendre des formes encore qu'on ne connaît pas, et qui seront peut-être développés demain avec de la 3D, avec des choses... par exemple, je me souviens dans Minority Report, par exemple, où on voit le journal qui est en train de changer en temps réel, etc., et qui est quasiment comme un journal qu'on peut feuilleter. Donc, il y a probablement des choses encore... On est vraiment aux prémices, au balbutiement d'Internet, il faut le dire. Et donc, je crois qu'il y a des choses qui vont encore changer, qui nous feront peut-être retrouver, enfin, pour les vieux, hein, parce que pour les jeunes, de toute façon, ils ne l'auront pas connu. Donc, du coup, ça ne leur manquera pas. Oui, c'est clair. C'est comme dans le monde de la musique, avec les CD, on a retrouvé la même petite minorité qui aimait avoir la pochette de l'album, le petit livret. Le vinyle. Vinyle, alors là, encore autre chose. C'est à un moment donné... ça a une fin, hein. On s'en rend compte. Donc toujours être à l'écoute de ce que la technologie nous apporte, puisqu'elle est liée à beaucoup de secteurs d'activité. Jean, c'était un plaisir de t'avoir eu à True Story. Plaisir partagé. D'avoir pu échanger et que tu puisses nous apporter toute ton expertise et ton parcours. Merci encore une fois d'avoir été là, présent. Merci de m'accueillir. Et je vous retrouve toutes et tous bientôt pour un prochain épisode dans True Story, disponible sur toutes les plateformes podcast et également sur YouTube pour ceux qui aiment bien la vidéo avec. À très bientôt. Au revoir. Merci Jean. Merci.